Je crois qu'on peut remercier M. Nikita Struve de nous avoir plongé pendant quelques instants dans l'intimité d'Alexandre Solzhenitsyn. Et comme il rappelait, si Alexandre Solzhenitsyn était quelque part un homme de vision visionnaire, vous nous avez présenté un film. Nous avons vu vivre à travers vos paroles Alexandre Solzhenitsyn. C'était merveilleux. Maintenant, peut-être pas 40 ans d'amitié, mais avec... Non, non. Maintenant, c'était peut-être pas 40 ans d'amitié, mais avec quelle modestie, quelle splendeur vous parlez de cet homme. Si ce n'est pas de l'amitié, c'est certainement quelque chose de plus profond. Et nous vous remercions de nous avoir fait partager ce moment. Alors, pour les questions, soit vous parlez fort, soit vous venez près de moi, parce que le micro portatif a disparu. Je m'excuse beaucoup, je ne sais pas si j'avais à dire ce que j'ai noté. Je m'interroge sur les opinions politiques de Solzhenitsyn, avec qui vous avez sans doute parlé de toutes sortes de choses, M. Struve, et je m'interroge, après tout, c'était quelqu'un qui a déclaré que la Russie n'était pas une démocratie. Et lui, si je peux en croire le livre, par exemple, de M. Niva, et comment est-ce qu'on peut accorder cela avec le fait qu'il a reçu chez lui par 2 fois M. Poutine? Parce qu'en fait, c'est lui qui parle d'un État pirate sous une bannière, vous comprenez, enfin une bannière de démocratie. Alors, simplement pour être bref, qu'est-ce qu'il a obtenu de ça, et est-ce que c'était justifié de votre point de vue? Merci. Plutôt justifié de mon point de vue, enfin justifié, j'en sais rien, parce qu'on ne peut pas se mettre à la place de Solzhenitsyn, mais il était tellement, si vous voulez, tellement déçu par les dernières années de Yeltsin en particulier, quand même, Yeltsin, bon, il a un certain charisme populaire, je l'ai rencontré, mais c'était un ivrogne, et la Russie avait à sa tête un ivrogne public, et qui a laissé faire un ivrogne. On le sait, il est revenu du Canada complètement sous. Voilà, c'est peut-être pas le pire des maux, mais le pire des vices, mais néanmoins, un peu à l'image d'une certaine Russie aussi, qui en souffre terriblement. Et alors, Poutine a mis de l'ordre. Il a mis de l'ordre au début. Moi, je pense que les premières années du gouvernement Poutine étaient des années, plutôt des années positives. Elles ne sont pas nécessairement négatives, mais enfin, vous savez, le gouvernement est une chose difficile sous tous ses aspects, mais Poutine ne s'est pas rendu de crimes particuliers ou de crimes honteux, etc. Il a mis de l'ordre dans le pays qui était économiquement colonisé par les États-Unis, d'ailleurs, qui avaient placé leurs personnages un peu partout autour de Yeltsin, qui lui laissait faire. Voilà, je pense que je pense que la propagande occidentale anti-poutinienne était sans commune mesure avec l'homme politique. Mais où trouver des hommes politiques? Nous avons déjà un peu de mal à en trouver en France. Mais surtout, comment? Il y en a trop en France. Il y en a trop ou pas assez. Les De Gaulle sont uniques. Et voilà, donc, de mon point de vue, il n'y a aucune erreur capitale.
J'ai énormément apprécié votre image. Il est porteur de lumière. C'est pas la mienne, c'est celle d'Akhmatova. Ah bon, enfin, qu'importe. Vous l'avez en tout cas cité. Et je trouve que ceci représente tout à fait l'ensemble de ce qui a été dit jusqu'ici, notamment d'une façon plus intime par vous. Mais, justement, un précédent intervenant disait qu'il était de la génération de Solzhenitsyn. Mais je pense que Solzhenitsyn déborde toutes les générations et qu'il devrait être une présence dans toutes nos universités, dans de très nombreux colloques. Et alors je vous pose une question, est-ce que, dans l'université française, il y a beaucoup de travail à faire, certainement, là-dessus, l'université américaine, dito, mais dans les universités russes, y a-t-il des travaux approfondis, non pas pour chercher une définition de la démocratie ou de l'autorité, mais de l'humanité, de la grandeur de l'homme, telle qu'il nous la montre dans toutes ses œuvres. Il est en train d'être vu, comme nous l'avons aujourd'hui vu à travers l'exposé de Galina. Donc, mais pour savoir ce qu'il en résultera, on ne sait pas. Le temps avance. Qu'est-ce qu'il en résultera pour la Russie? La Russie a des problèmes énormes qui rendraient Solzhenitsyn triste. Il a été le premier à attirer l'attention du monde entier sur le problème démographique de la Russie, qui s'aggrave d'ailleurs. Je pense que la pensée de Solzhenitsyn n'est pas une pensée en ce sens politique. Il a dit comment réorganiser la Russie. La Russie est passée par son suicide. Moi j'étais persuadé, enfin je pensais, mais je ne suis rien, je pensais qu'il aurait fallu, après l'écroulement du régime, un dictateur. Mais un dictateur peut être parfaitement, enfin c'est difficile, parfaitement humain et parfaitement éclairé. Mais en trouver un, c'est encore plus difficile que de trouver un président de la République. Et surtout en Russie. Merci pour cette question. En dehors de la politique, quand vous avez terminé, vous nous parlez de son écriture qui vit du vivant, qu'il arrive à dégager à travers des épreuves de vie essentielles et gravissines. Est-ce que c'est possible de le rendre un peu plus... de le développer un petit peu plus, de nous laisser percevoir un peu plus par quel processus il réussissait à aller à cet essentiel? C'est pas un processus, c'est un don. C'est un don. Les grands artistes de l'humanité, les génies de l'humanité ont reçu un don de Dieu. D'ailleurs, il attribuait toute, si vous voulez, sa vision religieuse, on l'a déjà indiqué, ce matin, on peut dire vient de Dieu, ou vient d'où viennent les dons particuliers de ceux qui incarnent précisément l'art et la vérité. Il n'y a pas de processus, bien sûr, il est passé par toutes les épreuves que pourrait endurer un homme. Mais même à une époque, évidemment, faite d'épreuves. Mais enfin, et tout le reste lui est venu d'en haut, d'ailleurs. C'est le propre du génie. Le génie est inspiré. Mais les processus, alors il a pratiqué, je vous dis, l'autolimitation. Je peux citer des cas, je voulais l'aider à la fin de sa vie, quand il se déplaçait, pas à la fin tout à fait de sa vie, mais dans le Vermont, je me souviens, je voulais l'aider à porter, on s'est déplacé quelque part, non, c'est au cours de voyage, je voulais l'aider à porter ses valises. Refus total. Refus total que je porte ses valises, etc., ou que je l'aide à
aller ici sur le toit de la voiture, etc. Pas du tout par domination, mais parce qu'il se souvenait d'avoir laissé, lors de son arrestation, porter ses valises par ceux qui l'avaient arrêté. Alors, vous voyez, c'est cette espèce de conviction, de souvenir d'une turpitude morale, d'avoir laissé porter ses valises. Il était médaillé de guerre, il était officier, etc. etc. Ça lui semblait naturel, mais enfin, il n'était pas encore passé par le goulag, il n'avait fait qu'être arrêté. Mais j'ai compris que, j'ai pas compris, je crois qu'il l'a même un peu suggéré ou indiqué, avec humour certainement, et même avec un peu d'auto-ironie. Eh bien, à chaque intervention, Alexandre Solzhenitsyn nous est plus proche, nous est plus grand, et nous y sommes d'autant plus attachés. Merci beaucoup, Nikita Stouline. Merci.